Merci à tous. Alors, on m'a demandé de parler de mes travaux. Et je veux parler de la vie des associations locales dans un contexte humanitaire. Alors, dans l'espace AES, nous avons une chance extraordinaire. Notre chance est que, actuellement, la plupart des accès, c'est les associations locales qui ont les accès aux zones les plus difficiles. Aux zones où il y a le plus grand besoin d'intervention, c'est seulement les associations locales qui ont les accès en temps réel. Alors, du coup, après 2, 3 ans, avec le niveau de développement de la crise, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a de plus en plus d'associations qui se créent, qui ont de l'expertise, qui ont des membres qui ont toutes les compétences, mais ces associations-là, on a constaté qu'elles peinent à se construire de niveau zéro pour être à un niveau où elles sont finançables. Alors, on a essayé de mener une réflexion et cette réflexion nous a fait constater que depuis le Grand Bargain 2016, où la communauté internationale et l'ensemble des bailleurs humanitaires ont décidé qu'il faut donner 25% des ressources humanitaires aux organisations locales. Qu'est-ce que les associations locales ont fait et quel est le montant de financement dont elles ont bénéficié? On a vu que c'est 4,5% en 2025, selon une étude. Donc, en 10 ans, on nous dit d'aller à 25%, mais on est à moins de 5% sur une décennie d'investissement. Pourquoi cette difficulté à avoir des financements? On s'est rendu compte qu'en réalité, et les ONG internationales et les bailleurs ont pris un certain nombre de dispositions pour faciliter l'accès au financement. Mais c'est au niveau des structures locales qu'il n'y a pas une trajectoire claire ou en tout cas un curriculum ou disons un plan de développement organisationnel qui les permet d'être finançables sur une courte durée. Et du coup, même les structures qui sont actuellement bénéficiaires de financement sont des structures qui sont à titre de sous-bénéficiaires ou qui jouent le rôle de partenaires de mise en œuvre. Et on a posé un certain nombre de questions et on s'est rendu compte qu'en réalité, cela est lié au fait que les organisations locales n'ont pas la capacité organisationnelle à, à conquérir ou disons à arracher un financement de par leurs compétences. Ils n'ont pas le dispositif qu'il faut pour rassurer le bailleur, pour pouvoir prendre et gérer un financement. Et même lorsqu'elles sont invitées à jouer le rôle de partenaire de mise en œuvre, ce qu'on constate, c'est que 67% des audits se terminent par des findings très graves. 67% des audits des organisations locales entre 2020 et 2025, c'est une étude de OCHA qui l'a démontré, se termine par des grands findings et d'autres structures même sont exclues parce que dans le dispositif, il n'y a pas un système qui permet d'assurer une redevabilité, une traçabilité des dépenses et donc une certaine transparence. Alors, on s'est dit comment est-ce qu'on développe. Il y a quand même des outils. OCHA et toutes les structures humanitaires ont développé des outils, mais on a vu que tout cela n'est pas très adapté aux besoins et aux capacités des communautés qui se sont formées en organisation pour mener des activités dans le cadre de la réponse. C'est dans ce sens qu'on a développé une approche. Et cette approche-là, elle s'est construite en prenant d'abord l'ensemble des référentiels humanitaires qui sont en place. Je vais peut-être les retrouver là. Oui, elles sont là. Voilà les référentiels qu'on a. Pour un peu connaître les standards humanitaires, on a constitué une bibliographie. Alors, il y a le rapport 2014 de Corps Humanitarian Standard, qualité, accountability. On a visité aussi le manuel Sphere Association de 2018, Sphere Handbook Humanitarian Charter and Minimum Standard. On a visité le référentiel ISO 2015, Management des System Requirements. On a visité les guidelines Data Responsibility et Humanitarian Action de IASC. Ensuite, pour spécifiquement du secteur de la localisation et du partenariat, on a regardé tous les documents en lien avec le Grand Bargain et les outils d'application de 2016 à 2023. Et on a regardé ICVA, il y en a qui disent ICVA, le rapport 2023 qui parle de localisation, et la politique 2023 qui parle de localisation en pratique
emerging indicators and practical approaches. Et en plus, on a vu Near Network, qui est également un document de 2022, et Collective Indivo. Et il y a également le document Development Initiative 2023 de Global Humanitarian Assistant, un rapport. Et on a vu que toutes ces structures ont proposé un certain nombre de politiques référentielles et un certain nombre d'outils qui standardisent en fait la vie humanitaire et qui standardisent les conditions dans lesquelles on peut recevoir et gérer un financement humanitaire. Et à l'issue de cette synthèse-là, on a fait un grand travail de fond pour créer un manuel local que nous appelons un curriculum d'honority. Parce qu'en réalité, on veut le financement. Mais de vous à moi, même dans une famille, si vous êtes un père et qu'un de vos enfants n'a jamais bien géré, avec preuve à l'appui un montant de 50 000, vous ne pouvez pas lui donner 10 millions de budget de la famille pour gérer. Juste une question de cohérence. Alors, c'est exactement ce que font les bailleurs. Avant de vous donner le financement, ce n'est pas de la charité. Il y a un besoin auquel on veut répondre. Et on demande de mettre en place un système qui est fiable, qui est redevable, qui montre que les ressources seront très bien gérées et qu'il y aura vraiment de l'impact. Donc, nous avons fait cette analyse du donor readiness et nous avons développé un curriculum donor readiness qui permet d'abord de passer par une évaluation de votre donor readiness. Si vous êtes une association, prenons le cas de Clé ou de Maman Sahélienne qui est une fondation, on vient vers vous avec des outils qui sont alignés à tous les standards qu'on vient de citer et on fait une évaluation et vous avez un score. Ce score-là vous permet de savoir à quel pourcentage vous êtes éligible à un financement. Et vous faites, c'est un autodiagnostic, c'est vous qui répondez aux questions et quand on a le score, on fait une analyse du score, on vous dit que voilà vos points forts, voilà vos points faibles. On vous aide à développer un plan d'accompagnement qui vous fait partir de niveau 0 à un niveau où vous êtes finançable. Je ne sais pas si je n'ai pas pris plus de temps que prévu, mais notre curriculum Donor Readiness est destiné aux organisations locales et elle est matérialisée par tous les outils, que ce soit en finance, que ce soit en achat, que ce soit en suivi-évaluation, que ce soit en juste articulation du programme, pour que l'organisation, selon son niveau actuel, selon son niveau de départ au moment du diagnostic, l'organisation puisse remplir toutes les conditions pour être finançable sur 18 à 24 mois. Donc, tout va dépendre de votre score initial. Si votre score initial est très bas, on peut vous mettre dans un programme de développement organisationnel qui va durer entre 6 mois, 18 mois ou 24 mois, selon votre engagement et selon votre suivi et selon votre rigueur. On pourra être à une étape où vous allez constater que progressivement, vous avez une croissance en termes de capacité pour recevoir et gérer ce financement. Alors, j'ai partagé l'initiative avec Moussa. Il a estimé que c'était utile d'en parler. On a formé 2 cohortes, une en mars, qui fait 12 personnes, et une dans le mois de juin, où on a réuni des jeunes professionnels qui sont venus s'inscrire d'eux-mêmes et qui ont bénéficié, qui ont bénéficié de la formation sur le curriculum Donor Readiness, parce que Donor Readiness, selon notre approche et le curriculum qu'on a développé, c'est d'abord Audit Readiness pour ce qui est opération. On travaille avec vous de sorte que vos opérations sont auditables à tout moment, de manière permanente, pendant tout le processus de mise en œuvre, plutôt que d'attendre la fin de la subvention ou la fin du projet pour faire votre audit. Du coup, cette audit readiness, ça, c'est au niveau opérationnel. C'est à la fois, on travaille sur la documentation, les politiques et les process internes. Et maintenant, pour le niveau organisationnel, on travaille à vous rendre donor ready à partir du diagnostic qui révèle vos forces, vos faiblesses et du plan de renforcement des capacités qui en découle. Donc, pour matérialiser en fait cette approche, nous avons conçu et matérialisé cette approche par une plateforme. Ceux qui sont juste à côté de moi peuvent voir, c'est un peu ça la plateforme, ça s'appelle RBMC, Risk and Result Based Management. C'est un système de gestion qui est basé sur la gestion des risques total et la maîtrise des résultats. Alors,
Euh, Ça veut dire que et le donateur et vous pouvez avoir accès à toutes les données en lien avec les activités du programme euh, à tout moment. Et vous avez la possibilité de rectifier le tir. Et le système incorpore une analyse systématique de votre conformité. Ici, vous avez par rapport aux données qu'on a actuellement, je ne sais pas si monsieur peut lire le taux de conformité sur mon dashboard. Est-ce que vous voyez le taux de conformité? Bien, très bien. Donc, c'est un système de gestion qui incorpore la conformité et la gestion de risque. Et nous souhaitons le partager davantage avec des structures comme celles qui sont là ce soir. En fonction de leurs objectifs, nous souhaitons travailler avec eux et à leurs conditions pour pouvoir ensemble occuper l'espace qui est le nôtre. Parce que de plus en plus, si on a l'accès, on a l'expertise. Ce qu'on n'a pas, à mon avis, c'est l'organisation et les outils qu'il faut. Parce que le langage du bailleur ne va pas changer. C'est nous qui devons construire nos capacités, gagner la confiance et être à mesure de capter et gérer un financement comme il faut. Parce que toutes ces organisations qui sont là, elles se sont construites dans le temps, elles se sont professionnalisées, c'est pourquoi elles sont finançables. Elles sont toutes auditées de manière permanente et c'est ce que ce curriculum-là permet de faire. Je ne sais pas si y en a qui souhaitent découvrir davantage ou poser des questions sur spécifiquement ce travail et ces outils. Je vais peut-être m'arrêter là pour donner l'opportunité de poser des questions à ceux qui sont en ligne ou ceux qui sont en présentiel ici. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci à Ousmane pour en tout cas tout ce partage-là. On sort en tout cas très édifié. Et je pense que beaucoup de questions viendront. Juste vous demander de clarifier certaines thématiques parce que tout le monde n'est pas humanitaire ici. Il y en a qui ne sont pas d'abord dans le domaine totalement. On a évalué, les choses se sont passées mal. Vous dites qu'on a des gap feeling ou c'est pas. Est-ce que c'est clairement pour ceux qui ne comprennent pas? Okay. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de la base. En fait, le monde humanitaire est très organisé. Et la rencontre qui a été très déterminante sur l'avenir de la gestion du secteur humanitaire, c'est la rencontre de 2016 à Istanbul, qui était le Grand Barguet. Cette rencontre a réuni 70 bailleurs de fonds, le plus gros portefeuille. Et c'était le premier sommet humanitaire mondial où on s'est dit qu'il y avait deux problèmes. Le problème, c'est que les crises humanitaires d'ordre de toute nature étaient en train de grandir à cause du réchauffement climatique et aussi à cause des conflits qui se multiplient. On a constaté que dans l'effort de réponse là, le effort de réponse là coûte trop cher quand c'est encore dans les mains des acteurs internationaux. Les ONG internationales coûtent très cher. On s'est dit que les réponses là, pour qu'elles soient durables, quand il y a une catastrophe, il faut associer les acteurs locaux. Et les acteurs locaux, ce n'est pas individuellement, c'est forcément les organisations locales qui sont sur place qu'il faut associer en fait à l'effort de réponse quand il y a une crise. Et c'est dans ce sens que tous ces acteurs-là ont pris un engagement sous la coordination de OCHA de faire un transfert de minimum 25% de l'enveloppe humanitaire globale pour la mettre dans les mains des acteurs locaux. Et après ce rendez-vous, il y a eu un autre rendez-vous en 2021 pour évaluer. On était à 2,7%. Au Burkina, c'était 1,17%. Ensuite, la croissance de cet investissement-là, elle se concrétise parce qu'en réalité, l'argent qui va actuellement dans les mains, en 2025, l'argent qui va dans les mains des organisations locales, sur 10 ans, c'est à une croissance de 41%. Mais ça reste quand même très faible parce que tout ce montant de 41% d'accroissement-là ne représente que 4,5%. Pourtant, l'objectif, c'est d'aller à 25%. En une décennie, on n'a pas 5% de décennie pour faire 5%, 5%. Alors, à notre niveau, moi, en tant que professionnel et avec des collaborateurs au niveau de Maman Sahélienne et ailleurs, avec aussi certaines communautés de pratiques que nous avons créées en ligne, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la localisation profite aux acteurs locaux, premièrement. Comment faire en sorte que les acteurs locaux, pourquoi d'abord ils ne gagnent pas de financement? On s'est rendu compte que c'est deux problèmes. Le premier problème, là, c'est la conformité. Le deuxième problème, c'est lié au fait que ces organisations elles-mêmes ne sont pas organisées. C'est-à-dire, chacun, on est dispersé.
Une association préfère être genre, on dit dans le langage, dans le jargon simple, on dit on préfère être la queue de l'éléphant que la tête de la souris. Alors, pourtant, les ONG internationales viennent en groupe et ils font de gros consortiums et chacun occupe un domaine d'expertise et du coup, ils sont très pertinents et convaincants. Alors, partant de ce constat, pour répondre à ce gap, on a fait une étude et cette étude-là a révélé que le vrai problème de conformité, il est bien réel dans les pays du Sahel. 67% des audits qui ont été faits révèlent des findings. Le langage technique, quand on dit findings, c'est faute grave. Des fautes susceptibles de rompre le contrat. Ouais, c'est bon. D'accord? Dans le jargon de la gestion de subventions, quand on dit un finding, les auditeurs, on a fait une analyse et on a trouvé une faute grave qui peut être une raison pour laquelle on va rompre le contrat et même te blacklister, toi en tant que structure, en tant qu'association. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Quelle réponse il faut apporter? On a analysé le mécanisme qui est en place. Le mécanisme, c'est le cluster, c'est les différents référentiels des organismes de coordination avec OCHA et puis les référentiels des bailleurs, que ce soit l'Union européenne, ECHO, et toutes ces structures qui mettent quelque chose dans le panier humanitaire global. Et c'est dans ce sens qu'on a fait d'abord constituer une littérature, une bibliographie, et dans cette bibliographie... Il veut partir. Ok, très bien. Donc, on pourra passer la parole à ceux qui sont en ligne, mais s'il y a une terminologie qui est mal comprise, on pourra mieux la discuter après les interventions de nos acteurs ici. Merci. Merci bien.